Acte 4, partie 1. Du savoir. Section 1. De la vérité. Lorsque nous nous mîmes en quête de la vérité, nous fûmes pour le moins étonnés de constater combien cette notion était dévoyée dans l'esprit général. À un tel point que nous pouvons dire que notre époque a entièrement abandonné l'idée de vérité, tout comme elle a abandonné l'idée de la sagesse. Or, une société qui abandonne ces deux idées cardinales ne peut que sombrer dans l'ignorance et dans le vice. Au nom d'une logique obscure et d'un tour de passe-passe linguistique qui ont vidé les mots de leur véritable sens, cette société a sombré dans un système qui, affirmant tout et n'importe quoi, a fini par ne plus rien affirmer du tout, et a substitué à la vérité l'apprentissage d'absurdité. Mais comme nous n'avons jamais pu apprendre ce que nous ne comprenions pas, nous avons choisi de livrer ici ce que nous avons compris par nous-mêmes, de manière à apprendre le reste relativement à ce que nous avons compris. C'est pourquoi il nous revient aujourd'hui de chercher seuls ce que les autres ont toujours échoué à nous donner, la vérité. Mais avant de se mettre en quête d'une chose, il faut déjà en connaître l'objet, ou à défaut, en avoir au moins l'idée. Autrement, on avance à l'aveugle en quête de quelque chose dont on n'a même pas l'idée. Le spectateur trouvera donc dans cette partie des principes généraux visant à conduire sa pensée dans sa recherche de la vérité. Ces axiomes sont la base de tout ce qui suivra. S'ils ne sont pas partagés par le spectateur, il ne pourra rien comprendre du reste. Ces axiomes sont le produit d'une nécessité épistémologique. Cela veut dire qu'ils sont des nécessités à l'accession de la vérité. Ils sont des principes qui s'imposent à la raison par la seule nécessité de leurs besoins. Autrement dit, ces principes sont des nécessités que la raison est contrainte d'admettre si elle veut progresser sur le chemin de la connaissance. En d'autres termes, les supprimer serait supprimer du même coup la possibilité de la connaissance. Remarque. Par un jeu complexe de combinaisons, il est impossible de traiter un sujet indépendamment des autres. C'est pourquoi, dans la recherche de la vérité, nous nous trouvons toujours comme dans un labyrinthe constitué d'une succession de pièces à énigmes où l'on ne peut être que dans une pièce à la fois, mais où la réponse à l'énigme d'une pièce se trouve dans celle d'une autre. Il faut alors faire un va-et-vient un peu complexe des salles entre elles, afin d'avoir une vision complète de la chose. Bien que nous ayons fait tous nos efforts pour être le plus linéaire possible, il est certain que le spectateur butera sur certaines propositions dont il trouvera parfois l'explication dans ce qui en suivra. Nous l'invitons donc à ne pas se décourager si quelque chose lui paraît obscur, et nous espérons que la suite suffira à en clarifier le sens. Axiome 1. L'existence. Quoi que l'on veuille entendre par là, nous devons bien admettre l'existence, c'est-à-dire qu'il est quelque chose et que ce quelque chose se trouve sous un mode de l'existence. L'existence est donc un mode avant que d'être une chose, ou plutôt, puisqu'on pourrait nous dire qu'un mode n'existe que par une chose, que l'existence est une chose générale dont toutes les autres choses sont des modes. Elle est l'idée qu'il est nécessaire de poser afin de déduire toutes les autres. C'est quelque chose dont on ne peut douter, car douter, c'est être quelque chose. Il est donc impossible de douter qu'il n'y ait rien sans s'exposer à une contradiction manifeste. 2. Il existe nécessairement quelque chose. En tant que l'existence, il existe nécessairement quelque chose. Car l'existence implique nécessairement l'existence de quelque chose, ne serait-ce que de l'existence même. Nous définirons donc la chose comme une inconnue dont on ignore tout à ceci près qu'elle existe. S'il existe quelque chose, il ne peut pas ne rien y avoir. Puisque, si l'existence, il existe nécessairement quelque chose, s'il existait l'existence, quoiqu'il n'existât rien, cela impliquerait que le concept même d'existence est nié. S'il existe qu'il n'existe rien, cela implique que la négation même est niée. Dit autrement, nier l'existence, c'est nier la négation. Il ne s'agit pas ici d'un simple jeu de mots, mais bien de dire que, s'il y a une négation, elle prend place au sein d'un ensemble qui lui donne son existence. Autrement dit, la négation est un mode de l'existence. Par conséquent, on ne peut nier l'existence sans, du même coup, nier la négation. Si nier l'existence revient à nier la négation, cela implique également qu'il n'est pas possible de nier la négation. En d'autres termes, on ne peut nier la négation. Car nier la négation serait affirmer l'existence de ce que l'on nie, c'est-à-dire que nous nions qu'il soit possible de nier la négation.
car ce serait affirmer l'effectivité d'une existence que l'on cherche pourtant à nier. Nous irons même jusqu'à dire que nous nions qu'il soit possible de nier que l'on puisse nier la négation, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de régresser un infini en une infinité de négations qui se nieraient elles-mêmes. Si l'existence est niée, cela implique ou bien qu'il existe la négation, que la négation se substitue à l'existence et devient à elle seule tout ce qui est, ou bien que la négation elle-même est niée, ce qui est absurde. Du fait qu'il existe quelque chose, cela implique ou bien qu'il s'agisse de la seule chose, ou bien qu'il existe autre chose. S'il existait autre chose, cela impliquerait qu'il existe une chose qui diffère d'une autre chose. Ce qui impliquerait ou bien que ces deux choses appartiennent à la même existence, ou bien qu'il existe un autre type d'existence qui diffère de l'existence qui contient l'autre chose. Or, l'existence est contrainte d'être pensée comme une chose unique. Autrement dit, l'existence assimile à elle, ainsi donc, il ne peut pas exister une autre existence qui différerait en tout point de celle-ci. Autrement dit, cela revient à dire que distinguer deux types d'existence radicalement différentes n'a aucun sens. Car comment exprimer une autre existence qui n'aurait rien de commun avec l'existence et qu'on ne pourrait exprimer par aucun mode de l'existence première? Ainsi donc, s'il existe autre chose, cela implique ou bien que cette autre chose est contenue dans l'existence, ce qui revient à dire qu'elles ne sont ultimement qu'une seule et même chose, ou bien que cette autre chose n'existe pas. Il s'ensuit qu'il ne peut pas exister une chose et une autre chose si ces deux choses ne sont pas la même chose. Autrement dit, ou bien il existe une seule existence qui contient tout le reste, ou bien il existe autre chose qui ne peut s'exprimer par rien de propre à l'existence. Autrement dit, un néant. Si une telle chose existait bel et bien, quoi que cela puisse vouloir dire, alors nous ne pourrions rien en savoir, puisque rien ne serait capable de l'exprimer. 3. Il existe une chose et une chose seulement. Dit autrement, s'il existe autre chose, cela implique que cette autre chose n'est rien d'autre que la même chose. Autrement dit, toutes choses peuvent être rapportées à l'existence. Cela veut dire que toutes les choses, malgré toutes leurs distinctions, ont en commun qu'elles existent. Elles peuvent donc toutes être rapportées à la même chose, l'existence. L'existence est la chose première de laquelle toutes les autres sont déduites. Ce qui veut dire que l'on peut rapporter toute chose à l'existence et que, en définitif, il n'existe qu'une seule chose, l'existence. En simple, l'existence est l'objet suprême, c'est-à-dire unique, puisque rien de plus grand ne peut être pensé. Dit encore autrement, qu'il existe quelque chose implique que ce quelque chose contient en lui tout ce qui peut exister. Autrement dit, l'existence serait-elle un grain de poussière pris en étau entre deux infinis, qu'elle contiendrait en elle tout ce qui existe. Car étant la seule chose qui existe, tout ce qui peut exister devra nécessairement exister par et au travers d'elle. Dit encore autrement, ou bien il existe une seule chose, ou bien il existe autre chose. Mais si cette chose est radicalement différente de la première, cela revient à dire qu'elle n'existe pas. Que quelque chose existe, nous ne pouvons pas dire qu'elle est en dehors de l'existence. Si quelque chose existe, alors cette chose est comprise dans l'existence. Si quelque chose se trouve au-delà de l'existence, alors c'est soit qu'elle n'existe pas, soit qu'elle est en réalité comprise dans l'existence. L'existence est comme un empire universel qui ne cesse de s'étendre afin de tout recouvrir. Si donc l'on donne une positivité quelconque au néant, c'est dire que quelque chose absolument hors de l'existence existe, ce qui est absurde. Remarque, il est important de préciser aux spectateurs que nous parlons ici de choses et non d'objets. Cet argument serait absurde pour un objet, mais ici nous parlons de choses. Or, la chose a été définie comme une inconnue à ceci près qu'elle existe. L'existence est donc la seule détermination que nous connaissons d'elle. Dire donc que deux choses sont différentes, c'est dire qu'il existe deux types d'existence différentes. Quand nous disons que deux objets sont différents, nous disons qu'ils sont différents par telle ou telle propriété. Mais si nous parlons d'une chose dont la seule détermination connue est d'exister, alors dire qu'il existe quelque chose de différent revient à dire que la chose n'a rien de commun avec l'existence. Ce serait quelque chose de radicalement différent, qui n'aurait absolument rien de commun avec l'existence. Cela n'aurait pas de sens de distinguer deux choses qui n'auraient pas en commun l'existence. Le faire serait distinguer deux types d'existence. Or, si l'une diffère radicalement de l'autre, elle ne s'exprime par aucun mode de l'existence. Autrement dit, elle n'est rien. Et si malgré tout elle devait être, quoi que cela puisse vouloir dire, rien à son sujet ne pourrait être connu. Car comment voulez-vous exprimer quelque chose dont la nature est précisément de se trouver au-delà de ce qui peut être exprimé ? 4. L'existence est tout ce qui est.
Cela est évident par tout ce qui précède. Il suit de cela qu'aucune chose existante ne peut exister en dehors de l'existence, ni qu'aucune chose ne peut être dite existante en dehors de l'existence. Il suit également de cela qu'il n'y a donc pas d'existence métaphysique, c'est-à-dire d'existence qui existerait au-delà de l'existence. Remarque. Si nous résumons tout ce qui a été dit d'une manière plus claire, tout ce compliqué préambule revient à dire que, en définitif, il ne peut pas ne rien exister, qu'il existe une chose et une chose seulement, et que cette seule chose suffit à déduire tout le reste. Et bien que tout cela soit un peu alambiqué, nous sommes persuadés que, si le spectateur se donne la peine d'y réfléchir quelques instants, celui-ci comprendra aisément combien tout cela est de la plus profonde évidence, et ce à un point tel que cela en devient ridicule de l'exposer de façon aussi rigoureuse. Il se demandera bien quelle pouvait être l'alternative et comprendra alors qu'il a trouvé là un socle solide dont il ne peut douter et que toute autre conception apparaîtra dès lors comme de la plus profonde absurdité. Proposition 1. Pour chercher la vérité, il faut premièrement croire qu'elle existe. Cette proposition, quoique évidente, est encore beaucoup trop ignorée. 2. La vérité est l'existence même. En tant que l'existence est tout ce qui est, la vérité ne peut donc se trouver que dans l'existence. Il n'y a donc pas de vérité en dehors de l'existence, puisque ce qui ne se trouve pas dans l'existence n'existe pas. Et comme il n'existe qu'une seule et même chose, cela revient à dire que la vérité est l'existence même, que la vérité n'est rien d'autre que l'existence. De cela, il suit que tout ce qui existe s'exprime au travers de la vérité, et que tout objet singulier porte en lui un fragment de la vérité. De cela, il suit également que la vérité ne se porte que sur ce qui existe. La connaissance ne connaît que ce qui existe, et la connaissance n'est que ce qui existe. Plus précisément, cela veut dire que tout ce qui existe consiste en la vérité. Si la vérité exprime quelque chose qui n'existe pas, c'est uniquement pour exprimer ses conditions d'impossibilité, c'est-à-dire la connaissance de ce qui est, en tant que cela permet de dire qu'une idée ne peut pas être. En tant que la vérité est tout ce qui est, il n'est pas dans la puissance de ce qui est d'être étranger à la vérité. 3. La vérité est objective. La vérité ne se réduit pas à une condition singulière, mais est propre et commune à toutes les conditions singulières dont elles sont toutes l'expression. En tant que la vérité est objective, il peut certes exister plusieurs méthodes pour atteindre la vérité, mais il existe toujours une vérité seulement. Ainsi, peu importe le nombre de méthodes, si elles sont bonnes, elles se rejoindront toutes dans la vérité. 4. La vérité est tout ce qui peut être dit. En tant que la vérité est la connaissance de l'existence et que l'existence est tout ce qui est, la vérité est tout ce qui peut être dit. Quand la vérité est connue, il n'y a plus rien d'autre à dire. 5. La vérité est stable. En tant que la vérité est l'existence même, l'idée adéquate est la connaissance de l'existence. Et comme l'existence est la seule chose qui existe, la vérité est la seule chose qui peut être dite éternelle, car elle durera aussi longtemps que durera l'existence. Il suit de cela que toute idée n'ayant pour fondement la vérité ne pourra jamais perdurer longtemps, car étant fondée sur des choses fragiles et volatiles, elle variera au gré des passions, des intérêts, des croyances ou de toute autre chose. 6. La vérité n'est pas à mesure singulière. Pour se figurer la vérité de cette proposition, que le spectateur imagine une immense bibliothèque où se trouverait tout le savoir du monde rangé dans l'ordre le plus rigoureux qui soit. Cette bibliothèque ne pourrait être à la mesure d'un livre comme les humains en lisent, car ce livre n'aurait rien de linéaire. Les pages ne pourraient se succéder comme un récit ou une démonstration logique, mais chaque partie devrait ouvrir sa propre partie qui elle-même en ferait autant, et ceci en un nombre qui nous apparaîtrait innombrable. Chacune de ces parties devrait renvoyer à d'autres et les éléments s'entrecroisant ainsi de façon continue rendraient ce savoir impossible à lire pour l'esprit. C'est au fond ce que Wittgenstein appelait déjà le gros livre. Un tel livre n'aurait pour l'esprit aucun sens, car il n'obéirait à aucun sens de la grammaire, de la conjugaison, ni même de l'ordre logique et mathématique. Il ne serait pas linéaire, aucun point ne serait véritablement à la suite d'un autre et se ferait mutuellement référence. Ainsi, le point d'après servirait à prouver celui d'avant et celui d'avant celui d'à côté. Ainsi, le point d'après servirait à prouver celui d'avant et celui d'avant celui d'à côté. En un mot, un tel livre ne serait pas concevable, car il ne correspondrait pas à nos conditions de représentation. 7. La vérité est simple. La loi simplex sigillum veri, le simple est le signe du vrai, est tout à fait exacte. La vérité est complexe dans sa recherche, mais simple dans son expression. Et si elle est complexe dans sa recherche, cette complexité ne doit pas faire oublier qu'elle est foncièrement simple, car elle peut se réduire en une expression claire.
Autrement dit, ce qui existe peut être exprimé rationnellement, et ce qui peut être exprimé rationnellement existe nécessairement. Ainsi donc, ce qui ne peut être exprimé rationnellement n'existe pas, et ce qui n'existe pas ne peut être exprimé rationnellement. Dit encore autrement, tout ce dont il est possible de parler peut être exprimé clairement, car ce qui ne peut être exprimé clairement, on ne peut en parler. Citation. Tout ce qui peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, avant-propos. Remarque. Cette dernière proposition pourra sans doute paraître étrange. Par simple, cela ne veut pas dire que la recherche de la vérité est une partie de plaisir. Cela veut dire qu'il faut distinguer ce qui relève de l'esprit commun et ce qui relève d'une vision théorique. Si, dans la pratique commune, la vérité est compliquée, d'un point de vue théorique, la vérité reste quelque chose de simple. Cela veut dire que si les recherches se poursuivent, peu importe le temps qu'il faudra, elles finiront par aboutir à son expression pure et simple. Au contraire, quelque chose de complexe d'un point de vue théorique, même après un temps infini porté à sa résolution, ne pourra jamais être clairement exprimé. Par exemple, il est bien commode pour des mouvements hermétiques et occultes de fournir des vérités qui, ne voulant rien dire en particulier, dit tout en général, auxquelles le lecteur est libre de prêter le sens qu'il veut, est tellement confuse que même après une éternité consacrée à leur étude, on ne parvient jamais à en comprendre le véritable sens. Les systèmes qui en viennent à des labyrinthes de complexité, qui rajoutent sans arrêt de nouvelles notions, ou qui opèrent toujours de nouvelles distinctions, ces systèmes témoignent d'un échec à saisir ce dont ils se proposent de rendre compte. En d'autres termes, si on fonde le critère de vérité d'une proposition sur sa propre indécidabilité, c'est qu'on ne peut pas exprimer sa réalité clairement. Si on ne le peut pas, c'est que ce n'est pas vrai. Et si on le peut, c'est que, fondamentalement, la chose est simple. Le reste n'est qu'un hermétisme mystique. C'est pourquoi une pensée dont le sens ne parvient jamais à être compris tombe immanquablement et irrémédiablement dans le mystique et le religieux. 8. La vérité n'est pas performative. Performatif veut dire qui est vrai du fait même qu'il est exprimé comme tel. Le verbe performatif est donc l'action de rendre vrai en le disant. Cela veut dire que quelque chose devient vrai du fait seul qu'on le déclare ainsi. L'exemple typique est « je vous déclare mari et femme ». Une telle chose ne peut se trouver dans les propriétés de la vérité. Autrement dit, une chose n'est pas vraie parce qu'on la déclare comme telle, car s'il fallait que soit vrai tout ce que l'on déclare ainsi, il est évident que jamais rien ne serait faux, sinon par incompatibilité morale. C'est d'ailleurs toujours dans ce genre de moralisme que se déverse une telle vision du vrai. Tout ce qui est incompatible avec son idée de la morale est défini comme faux, mais la vérité n'est pas ainsi. Dit encore autrement, la vérité n'est pas nominale, c'est-à-dire que le critère de vérité ne se réduit pas à une désignation. Autrement dit, la vérité est indépendante des conventions, elle n'est pas déterminée par l'usage commun, elle existe indépendamment des croyances, et toutes les dénominations du monde ne changent rien à sa réalité. Nous donnons ici un exemple simple. Si la vérité était nominale, on ne pourrait pas se tromper en disant qu'une chose est bleue. Car, à partir du moment où l'on dit que cette chose est bleue, peu importe la couleur qu'elle a en réalité, cette chose sera bleue. Dans ce cas, le bleu n'est pas une chose en soi, c'est une définition nominaliste. Sa valeur de vérité est déterminée par une convention arbitraire et on ne pourrait donc jamais se tromper à son sujet. Dans ce genre de cas, on ne pourrait se tromper que si tous les autres individus la voyaient bleue et qu'il n'y avait que nous à dire qu'elle est rouge. Auquel cas, nous passerions certainement comme ayant un trouble de la perception, voire même un trouble psychiatrique. Dire que la vérité n'est pas nominale, c'est donc dire que, dans ce cas, l'objet n'est pas bleu parce que nous le nommons ainsi, mais bien parce que notre expérience du monde nous invite fortement à reconnaître comme un fait qu'il soit bleu. Pour donner un exemple d'erreur dans un système où la vérité est performative, ce n'est plus le sujet qui se trompe, c'est la vérité. 9. L'existence est positive. En tant que l'existence, ce qui existe est nécessairement quelque chose. L'existence est donc nécessairement quelque chose. C'est pourquoi nous disons qu'elle est positive. De cela, il suit qu'il ne peut exister de choses absolument négatives, car cela reviendrait à dire que la chose n'existe pas. 10. L'existence est effective. En tant que l'existence non seulement est, mais continue d'être. Elle est en perpétuelle activité, et c'est cela que nous nommons effectivité de l'être. Tous les objets de l'existence font l'expérience de cette effectivité, puisque chacun d'entre eux en sont les modes. Voir partie 1, section 3, de l'intuition. 11. L'existence est étendue. En tant que l'existence est tout ce qui existe peut être dit comme étendu, ce qui revient à dire que tout ce qui existe peut être exprimé par le mode de l'étendue. Ainsi donc, tout ce qui n'est pas étendu ne peut être dit existant.
Dit un peu autrement, si quelque chose existe, c'est que, d'une manière ou d'une autre, elle peut être dite étendue. Quelque chose qui n'exprimerait aucun degré de l'étendue ne pourrait pas être dite existante. Cela serait absurde. Autrement dit, il ne faut accorder aucune positivité à ce qui est absolument négatif. Or, si l'on reconnaît l'existence d'une chose, on doit alors nécessairement reconnaître son caractère positif. Chercher à exprimer l'existence de quelque chose d'absolument négatif, c'est revenir à nier cette même chose. Et énumérer des propriétés qui ne sont pas celles de l'étendue, cela revient à faire la description d'une chose qui n'existe pas. En effet, qu'est-ce dire d'une chose qui est irréelle, immatérielle, substantielle, immanente, intangible, impossible, contradictoire, abstraite et incomplète, sinon que c'est une chose qui n'existe pas? En cherchant à faire la démonstration de l'existence d'une chose ayant de telles propriétés, on fait en réalité la démonstration de sa non-existence. En un mot, on dit que la chose n'existe pas et on exprime en quoi cette chose n'existe pas. Si quelqu'un venait nous objecter que, selon cette idée, on est contraint d'admettre que la lumière n'existe pas parce qu'elle n'a ni masse ni corps, nous dirions qu'il n'a pas compris ce que nous disons. À partir du moment où quelque chose existe, c'est que, d'une manière ou d'une autre, elle peut être dite étendue, c'est-à-dire qu'elle existe. Quelque chose qui ne peut en rien être dite étendue ne peut en rien être dite existante. Et quelque chose qui est dite existante, mais qui ne peut en rien être dite étendue, est absurde. Remarque, ce mot, étendu, est un mot très usé tiré d'une vieille métaphysique. Il convient donc de ne pas le considérer outre mesure. Et bien que ce qu'il exprime est aujourd'hui désuet, il nous a semblé important de le mentionner pour donner aux spectateurs une idée de ce que nous entendons quand nous disons qu'une chose existe. D'une manière extrêmement alambiquée, dire cela, c'est dire que si une chose existe, alors c'est que d'une manière ou d'une autre, elle existe. Autrement dit, si une chose existe bien qu'elle ne puisse s'exprimer par aucune des modalités de l'existence, c'est-à-dire par un degré quelconque de l'étendue, c'est qu'elle n'existe pas. Certains beaux esprits pourraient dire que, selon cette idée, certaines choses dont on fait l'expérience n'existeraient pas. Par exemple, comme l'étendue a une masse et que certaines choses n'ont pas de masse, il faudrait alors rejeter cette idée. Ils prétendront prouver scientifiquement cette idée en disant que, dans le paradigme moderne, la masse d'un objet est déterminée par rapport à un référentiel. Une pomme, par exemple, en tant qu'elle est prise par rapport au sol, comme référence des énergies potentielles de pesanteur, pesera, disons, 150 grammes. Et comme la lumière n'a aucun référent, ils diront donc qu'elle n'a pas de masse, qu'elle n'est donc pas étendue, et donc que, selon notre idée, elle n'existe pas. À cela, nous répondrons que c'est là jouer sur les mots, qu'il s'agit là de finesse de scientifique produite d'un paradigme qui est révisable. La science peut dire beaucoup de choses, et parfois des choses contradictoires. Nous préférons donc nous rapporter à ce que notre raison nous enseigne. Et cette raison nous dit simplement que tout existe, et qu'à partir du moment où une chose existe, elle est étendue. C'est-à-dire que, en tant qu'elle existe, elle peut être appelée étendue, puisque cette étendue est l'expression de l'existence, et que, par conséquent, cette chose doit bien s'y trouver à un quelconque degré. Nous pourrions tout à fait substituer ce mot par physique, monde, nature ou même Dieu, que le sens resterait le même. Au fond, peu importe comment on l'appelle, l'idée est de dire que ce mot exprime la réalité d'une chose unique, d'où se déduisent toutes les autres. Ainsi donc, il s'agit de dire que rien n'existe qui n'ait en lui une part de cette chose, car toute chose tire nécessairement leur existence d'elle. 12. La vérité est fixe. En tant que la vérité est stable et qu'elle n'est pas performative, il s'ensuit nécessairement que la vérité est fixe. La vérité n'exprime que des choses fixes. Si quelque chose était infixe, toujours changeante, tant dans sa forme que dans son expression, cela voudrait dire que ce qu'elle est véritablement serait toujours en mouvement. Non pas en tant que la chose se déplacerait, mais en tant que sa vérité propre changerait tout le temps. Cela reviendrait à dire que cette chose n'est pas vraie, car cela voudrait dire que ce qui a été vrai à un moment ne l'est plus à un autre. Si la vérité exprime un changement ou un mouvement, il faut que ce changement ou ce mouvement s'opère sur quelque chose de stable qui en garantit l'existence, par laquelle il s'opère et demeure. C'est cela que la vérité exprime. Si quelqu'un nous objectait que le monde change, nous dirions qu'il n'a pas compris ce que nous avons voulu dire. Si les choses peuvent changer, ce changement s'opère toujours relativement à un ordre stable. C'est cet ordre que la vérité exprime. Certes, le monde se meut, mais il ne change pas. Il reste toujours identique à lui-même, car, ultimement, il n'existe qu'une seule chose. Les différentes manières d'être qu'il possède s'expriment dans ce qu'il est en lui-même, car la vérité est immuable et éternelle. Si elle ne l'était pas, rien ne pourrait être. Tout serait en perpétuel changement dans sa forme même, exactement comme si le monde, du fait d'être, ne pouvait jamais vraiment être, car son mouvement permanent empêcherait une existence fixe. Il est tout à fait commun en science de dire que la vérité n'est pas éternelle et peut être changeante, qu'elle est toujours actuelle mais pas éternelle. Par exemple, la biologie exprime l'idée que tout est pris dans un changement permanent et que rien ne reste à la même place.
Elle démontre cela par 3 idées principales, la sélection naturelle, la dérive génétique et la mutation. Mais si la vérité n'est pas stable, cette affirmation n'aurait aucun sens. Ce que fait la biologie, c'est qu'elle exprime ce changement au travers d'un énoncé qui reste stable. Et c'est en cela que consiste la vérité. S'il n'y avait aucune vérité stable, aucune affirmation ne pourrait avoir de véritable sens. Voir partie 1, section 4 du langage. De cela, il suit que la vérité est ce qui maintient la permanence de l'existence. Ainsi, dire des choses comme « tout est éphémère » ou « seule l'impermanence est permanente » ne veut proprement rien dire. Le changement n'est pas un changement de nature d'être, mais simplement un changement de manière d'être. Dit plus précisément, le changement est une expression des modalités d'une même existence, qui peut être dite toujours identique en raison de la vérité qui en garantit le mouvement. 13. La vérité est analytique. Si la vérité est contenue dans l'existence, l'analyse de l'existence suffit à découvrir la vérité. Car si la vérité n'est rien d'autre que l'existence, analyser l'existence, c'est découvrir la vérité. En un mot, connaître une vérité, c'est la lire inscrite en ligne d'or dans la forme même de l'existence. L'analyse seule de l'existence pourra apprendre au sujet la connaissance de cette vérité. C'est pourquoi nous la disons analytique. La vérité d'une chose est donc toujours contenue dans cette chose. En tant que la vérité est contenue dans la chose, et que toute vérité est analytique, toute vérité est nécessairement évidente. C'est-à-dire que la vérité se trouve toujours dans la chose même. Elle se découvre toujours d'une chose lorsque celle-ci est comprise en totalité. Si elle n'est pas évidente, c'est qu'alors la chose n'est pas encore entièrement connue. Remarque. Évidence veut littéralement dire ce qui se voit de soi-même. Or, nous avons vu que toute vérité était contenue dans la chose. C'est donc que la seule analyse de la chose suffit à connaître la vérité. C'est pourquoi nous décrivons celle-ci comme étant toujours évidente. 14. La vérité ne peut être déduite analytiquement. Si toute vérité est analytique, la vérité ne peut pas pour autant être déduite analytiquement. Du moins, pas dans le sens que l'entend le commun. Par analytique, le commun entend quelque chose que l'on peut connaître sans expérience du réel, que l'on peut connaître de manière complètement a priori par pure méditation retranchée sur elle-même. Nous voyons bien combien cette idée ne s'applique pas dans ce cas-là. La vérité ne peut être découverte en restant, pour ainsi dire, assis dans son fauteuil. L'analyse de l'existence consiste dans son expérience. D'une manière imagée, nous pourrions dire que l'existence est comme un livre dont l'expérience est la lecture. On en apprend plus à son sujet en y vivant activement un seul mois qu'en y consacrant 100 ans à sa méditation. Autrement dit, cela revient à dire qu'il n'y a pas de chose que l'on peut connaître absolument a priori, c'est-à-dire sans faire l'expérience de la chose. Voir partie 1, section 3 de l'intuition, et partie 2, section 6 de la sensibilité. Remarque, dans l'usage commun, l'évidence fait référence à un système que l'on considère comme acquis. Une chose n'est donc pas évidente en tant qu'on en ignore encore les vérités. Une fois que cela est fait, tout paraît évident. Cela implique que rien n'est évident tant que l'on n'a pas la connaissance de la chose, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'expérience de la chose. Il n'est pas évident, par exemple, qu'en été, la Terre soit plus loin du Soleil qu'en hiver. Ce n'est pas une évidence non plus qu'en temps de grosse chaleur, il est meilleur de boire des boissons chaudes afin de s'hydrater. Il n'est pas évident non plus que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. De même qu'il n'y a rien d'évident à ce qu'il faille soigner une maladie infectieuse en injectant ladite maladie directement dans l'organisme, ni évident qu'il soit possible de brûler une feuille de papier sans brûler les contours. Pour finir sur un dernier exemple, il n'est pas évident qu'une unité puisse en valoir plusieurs. Par exemple, qu'un billet de 500 unités vaille 5 billets de 100 unités, chose évidente pour l'adulte, mais aucunement pour l'enfant. Si donc cet enfant dépense une unité de 500 afin de se retrouver avec 3 unités de 100, il aura l'impression d'avoir gagné 3 unités, alors qu'il est clair qu'il en a perdu 200. Tout cela n'est en rien intuitif pour celui qui ne le sait pas, mais profondément évident pour celui qui le sait. Il faut donc arrêter de fustiger et de prendre pour un idiot celui qui ne sait pas quelque chose que l'on prend pour évident. Car une chose n'est jamais évidente, ou du moins elle l'est toujours du moment qu'on la connaît, mais jamais du fait qu'on l'ignore. 15. La vérité est tautologique. En tant que toutes les choses contiennent en elles-mêmes leur vérité et que toute vérité est analytique, la vérité est nécessairement une tautologie. Cela veut dire qu'une chose est vraie en raison de sa seule forme et qu'en analysant la forme, on accédera à sa vérité. Un exemple de tautologie est « après la pluie, le beau temps ». Il est évident que si la pluie s'arrête, c'est que le beau temps est revenu. Cela est vrai en raison de la seule forme de la phrase, mais ne dit proprement rien sur quand est-ce que ce beau temps arrivera. Un autre exemple de tautologie est « il pleut et il continuera de pleuvoir jusqu'à ce que la pluie cesse ». De la même façon, la tautologie en logique s'exprime par la vérité d'une forme indépendamment du contenu de ses variables. Autrement dit, A égale A est vrai pour tout A. Cela est vrai en raison de sa seule forme, mais n'apprend strictement rien. Or, lorsqu'un sujet affirme quelque chose, bien que cela puisse prendre des allures très alambiquées,
il dit toujours quelque chose du type « ceci est cela », c'est-à-dire qu'il produit une proposition du style « x égale y ». Toute affirmation peut être réduite à cette seule expression. Ces deux objets lui sont distincts en tant qu'il en ignore encore la nature, c'est pourquoi il les différencie. Pour parler comme les académiques, en faisant cela, le sujet tisse un rapport d'identité entre deux éléments distincts. C'est pourquoi cela peut lui paraître absurde au premier abord, puisqu'il est clair que, s'ils sont différents, c'est qu'ils ne sont pas identiques. Mais l'analyse apprend que ces deux objets n'en forment en réalité qu'un, ou plutôt que l'un est contenu dans l'autre. Ainsi, y s'efface pour être substitué par x, ce qui revient à dire que x est x. Autrement dit, que x égale x. C'est donc une tautologie. Toute affirmation est du style de A égale A. C'est pourquoi nous disons que, ultimement, toute vérité est tautologique. Que le spectateur nous pardonne notre insistance sur ce point, mais c'est un point important. Car lorsque l'on sait quelque chose, c'est-à-dire lorsque l'on sait que ceci est cela, cela veut dire que l'on incorpore dans la chose première la chose à laquelle on l'assimile, comme si c'était son contenu ou une propriété. Autrement dit, c'est incorporer l'une à l'autre de telle manière que lorsqu'on fait référence à l'une, on exprime implicitement l'autre. Autrement dit, c'est exprimer l'une dans des termes différents de l'autre, pour dire qu'en réalité, les deux expriment la même chose. Si par exemple, nous disons que la Seconde Guerre mondiale est la guerre de 1939 à 1945, nous ne disons rien d'autre que la Seconde Guerre mondiale est la Seconde Guerre mondiale. Mais le savoir a incorporé l'un à l'autre de telle manière que mentionner la guerre de 1939 à 1945, c'est implicitement parler de la Seconde Guerre mondiale, et inversement. Autrement dit, dire que la vérité est tautologique, c'est dire que la chose est vraie du fait de sa seule forme. C'est donc dire que la vérité se trouve dans la chose, et que l'analyse seule de cette forme suffit à en faire connaître la vérité. En tant que la vérité d'une chose est contenue en elle, un raisonnement est adéquat quand sa conclusion déduit une implication nécessaire de ce qui est déjà préexistant dans les prémices de cette chose. En d'autres termes, elle ne dit rien d'autre que ce qui se trouvait déjà là. Si l'analyse de la chose, c'est-à-dire son expérience, défile la chose dans sa longueur, elle ne trouvera rien en elle qui ne s'y trouvait déjà préalablement. C'est pourquoi nous la disons tautologique. Par exemple, dire « Aristote est le précepteur d'Alexandre », ce n'est pas ajouter l'un à l'autre, c'est découvrir l'un dans l'analyse de l'autre. Autrement dit, si on analyse l'un et que l'on défile son contenu, on finira forcément par trouver l'autre. De cela, il suit que la recherche ne produit rien à l'intérieur des choses. Elle n'apporte rien de plus que ce qui est déjà présent dans la chose. Elle se contente de presser la chose pour en extraire la vérité qui se trouve en elle. De cela, il suit également que l'homme de science ne produit pas de savoir, il découvre. Si l'analyse produit bien des termes qu'elle applique aux choses, ces termes sont uniquement des manières commodes pour exprimer les choses, mais, comme la vérité n'est pas nominale, ces termes ne changent proprement rien aux choses. Ces termes n'ont de valeur qu'en tant qu'ils expriment des éléments dans ces choses, et non pas en tant qu'ils y ajoutent des éléments qui ne s'y trouvent pas. En tant que la vérité est tautologique, elle ne dit finalement pas grand-chose, du moins au sens du commun. Car de la même façon qu'une vérité est évidente une fois qu'on la connaît, de la même façon, une vérité qui s'exprime du fait de sa seule forme est nécessairement une tautologie. Et c'est pourquoi le savant se retrouve souvent à dire des choses tellement évidentes qu'on en vient parfois à se demander pourquoi est-ce qu'il se donne la peine de les dire. La raison en est qu'elles n'étaient pas premièrement évidentes, du fait précisément qu'on les ignorait encore, et que l'analyse les a montrées comme profondément évidentes, c'est-à-dire comme étant contenues dans la chose. Ainsi, toute vérité est complexe en tant qu'elle est ignorée, et toute la difficulté de la recherche de la vérité consiste dans son accession. Une fois connue, elle est profondément évidente car, ne se rapportant qu'à sa seule forme d'où se trouve sa vérité, celle-ci est nécessairement tautologique. Considérer quelque chose comme évident dépend du degré de connaissance d'un sujet. Ainsi, une chose très évidente pour un sujet ne sera pas forcément évidente pour un autre. Si, par exemple, nous disons à quelqu'un que nous avons trouvé que l'eau mouille, il nous regardera certainement avec stupeur, et probablement avec moquerie, car il considère cela comme de la plus profonde évidence. « Tu n'as pas inventé le fil à couper le beurre », pourrait-il nous dire. Mais si nous lui disons que nous avons découvert que la suite de Fibonacci a une suite infinie de nombres premiers, sans doute en sera-t-il impressionné. Pourtant, les deux sont des vérités contenues dans la forme de la chose. Nous n'avons rien découvert que ce qui se trouvait déjà en elle. Il n'a l'impression de l'intelligence de l'une que dans la mesure où il en ignorait encore la réalité. Dire qu'une chose est évidente ne dit donc rien de la chose en elle-même, sinon que la vérité est contenue en elle, comme il est le cas pour toute vérité.
Il existe des vérités évidentes très compliquées, mais dont, une fois étudiées, nous comprenons la profonde évidence. Ainsi, nous pouvons dire qu'il s'agit des évidences les moins évidentes du monde. Par exemple, il existe des tautologies qui, bien que de la plus profonde évidence, sont formulées de façon si complexe qu'il faut prendre beaucoup de temps pour les comprendre. Citation. La démonstration en logique n'est qu'un auxiliaire mécanique pour reconnaître plus aisément une tautologie quand elle est compliquée. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 6.1262. Remarque. De cela, il suit que parler de génie dans les domaines du savoir est pour le moins perturbant. Il ne faut pas être un génie pour connaître une évidence. Les poètes sont des génies, les musiciens sont des génies, les écrivains sont des génies. C'est-à-dire qu'ils ont perçu quelque chose de si sublime que cela élève l'âme, mais pas les savants. Les savants savent, c'est tout. Les décrire comme des génies serait ou bien dire que la vérité se réduirait à une sorte de poème, ou bien dire qu'ils font en réalité de la poésie avec les mathématiques. Auquel cas, ils n'auraient rien à voir avec la vérité, ni dans l'un, ni dans l'autre. Cela est comparable à un homme résolvant une énigme ou un puzzle. Certains esprits auront l'évidence à l'esprit aussitôt et comprendront très vite le nœud du problème. D'autres, ne sachant pas par quel bout le prendre, ne sauront pas le résoudre. Mais une fois la réponse en leur possession, ils diront « Mais oui, c'était pourtant évident. Comment donc n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» De même, pour la vérité, certains individus comprendront très vite, d'autres prendront plus de temps. Dire qu'une chose n'est pas évidente ne dit donc rien, sinon que nous n'avons pas encore compris la chose dans son ensemble. Fin de la section 1.